le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mardi, deuxième numéro de la page internationale pour cette semaine, avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter cette page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Journal François. Crew Barnes assure la manœuvre technique. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, allons dans l'espace. La Russie va quitter l'ISS, la station spatiale internationale, après 2024. L'annonce a été faite lors d'un entretien entre Vladimir Poutine et le président du Roscosmos, l'agence spatiale russe. Voici un reportage signé Euronews. Des cosmonautes russes travaillant à bord de la Station spatiale internationale. Des images qui pourraient bientôt appartenir au passé. La Russie indique en effet vouloir se désengager de l'ISS après 2024, alors que les Américains entendent poursuivre l'aventure jusqu'en 2030. Impossible de ne pas lier cette décision à la guerre qui fait rage en Ukraine, même si les Russes évoquent un autre projet. Nous allons commencer à mettre en place une station orbitale russe. L'industrie spatiale est dans une situation difficile et je considère que mon objectif principal, avec mes collègues, n'est pas de baisser mais de relever la barre et tout d'abord de fournir à l'économie russe les services spatiaux nécessaires. La NASA dit ne pas avoir été informée officiellement de cette décision. L'agence spatiale américaine qui souhaite que les Russes poursuivent leur participation. L'ISS est le fruit d'une collaboration entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, le Japon et le Canada. Elle ne peut fonctionner sans les contributions des différents partenaires. Deuxième journée de manifestation en République démocratique du Congo contre les forces onusiennes. Au moins 5 morts, une cinquantaine de blessés, a écrit sur Twitter Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, promettant de revenir dans une conférence de presse conjointe avec le chef adjoint de la mission de l'ONU. Voici un reportage signé Africa News. Au moins 5 personnes ont été tuées à Goma dans les manifestations contre l'inefficacité de la mission des Nations Unies en RDC, selon un bilan fait ce mardi par les autorités congolaises. Au deuxième jour des protestations, la situation est toujours confuse dans le Nord Kivu. Plusieurs tirs ont été entendus. Des centaines de personnes occupent toujours les abords de la base logistique de la MONUSCO et sont pris au camp de transit de la mission située hors du centre-ville de Goma. À Beni, ville située à 350 km au nord de Goma, les activités étaient paralysées dans plusieurs quartiers. Des pneus ont été brûlés. Des stations-service sont fermées ainsi que les magasins et marchés. Des militaires sont déployés sur la route nationale numéro 4 qui conduit vers la base locale de la MONUSCO dans la ville. Devant une autre installation de la MONUSCO à Butembo, au quartier Kambali, des tirs ont empêché les manifestants d'accéder aux locaux. Le commandant de la police, Polo Ngoma, affirme que ces éléments dépêchés sur les lieux n'ont pas fait usage des armes létales. Au Canada, le pape François a demandé pardon sur le site d'un ancien pensionnat pour autochtones au Canada. Le discours du pape a été accueilli par des milliers d'applaudissements. L'Église catholique était l'une des dernières à formuler ses excuses. Voici un reportage signé France 24. Larmes d'abord pendant le discours du pape, mais aussi par des milliers d'applaudissements nourris à la suite de ces excuses faites par le pape donc en Alberta sur le site de l'un des plus grands pensionnats autochtones de l'époque. Et c'est précisément, d'où l'importance de la symbolique, c'est précisément sur les sites de ces anciens pensionnats autochtones que se poursuivent encore aujourd'hui les recherches par géoradar des corps des enfants, des victimes de ce système qui était
était fait, disait-on, pour tuer l'Indien dans l'enfant. Ce sont 4 à 6 000 enfants qui ont été victimes depuis la fin du 19e siècle et jusqu'au milieu des années 1990 de mauvais traitements, de torture, de viols aussi, d'abus sexuels par les religieux et par les personnes qui géraient ce système d'assimilation. Finalement, l'Église catholique était l'une des dernières. L'État avait prononcé des excuses. D'autres branches de l'Église l'avaient fait également. L'Église catholique qui gérait 6 pensionnats sur 10 à peu près pendant ce XXe siècle meurtrier pour les populations autochtones, eh bien, elle avait toujours refusé de formuler ses excuses. C'est maintenant chose faite. Direction la Tunisie, les Tunisiens ont été appelés à se prononcer le 25 juillet contre le projet de constitution du président Kais Saied. Selon les premiers sondages à la sortie des bureaux de vote, de plus de 90% des électeurs ayant participé au scrutin auraient voté oui. Toutefois, la participation reste faible. Elle s'est établie à 27,54%, les 9,3 millions d'inscrits. Écoutons les comptes rendus du reporter de RT. Les Tunisiens, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire, étaient appelés aux urnes ces 23, 24 et 25 juillet, un an après le coup de force du président Saied. Près de 9 millions d'électeurs étaient attendus dans les quelques 11 000 bureaux de vote à travers tout le pays pour se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. Des électeurs, loin d'avoir été au rendez-vous avec un taux de participation de 27,54% à la fermeture des bureaux de vote. Une annonce faite par le président de l'instance supérieure et indépendante pour les élections depuis le palais des congrès de Tunis. Un chiffre qui demeure encore provisoire mais qui ne devrait pas beaucoup bouger. Alors que l'agence de sondage Sigma Conseil a annoncé dans la soirée du 25 juillet la victoire du oui à 92,3%, de nombreux bureaux de vote, eux, n'ont toujours pas fini leur dépouillement. Pour les Tunisiens qui ont fait le choix de se déplacer et de s'exprimer, ce scrutin est le seul moyen de sortir le pays des 11 années de crise et de précarité. Je vous propose de les écouter. En principe, tous les Tunisiens devraient se déplacer pour voter, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on a vu en 10 ans, que ce soit en termes de misère, et je parle de la vraie misère. Ceux qui ont été à la tête du pays n'ont fait que nous tirer vers la misère, la précarité, la faim et l'ignorance. Comment voulez-vous qu'avec tout cela, je ne vienne pas voter ? Aujourd'hui, c'est le jour le plus important dans le processus électoral, car d'habitude, on nous demande de choisir entre les bons et les mauvais, alors qu'aujourd'hui, nous allons choisir l'avenir de notre pays de manière concrète. Savoir si nous allons enfin commencer à bâtir un nouvel État, ou si nous allons continuer à vivre dans le désastre que nous connaissons. C'est un jour de joie, un jour positif, le jour du référendum, celui où le peuple va enfin prendre seul sa décision et sa liberté, tout simplement. C'est pour cela que nous sommes heureux. Un référendum crucial pour les Tunisiens, celui portant projet d'une nouvelle constitution, un projet controversé porté par Kais Saied en personne qui vise à tourner le dos au régime parlementaire pour un régime présidentiel qui renforce les pouvoirs et prérogatives du chef de l'État. Un résultat qui devrait être sans grande surprise pour l'homme fort de la Tunisie, lui qui n'a cessé de jouir du soutien du peuple tunisien au détriment de celui d'une opposition et d'une partie de la société civile qui a appelé au boycott de ce scrutin, l'accusant de vouloir mettre en place une réelle dictature et d'opérer un retour en arrière. Malgré les nombreux appels au boycott et une participation loin d'avoir fait l'unanimité, les Tunisiens devraient être fixés sur leur sort dans les prochaines heures, selon l'ISI. L'ISI qui a annoncé que le résultat et le taux de participation finale de ce référendum devraient être annoncés dans la journée de ce mardi 26 juillet. Que se passe-t-il dans le monde? Est-ce qu'on peut parler d'éclatement de la zone euro, l'Union européenne dans l'impasse? Comment la démission de Mario Draghi en Italie expose l'effondrement de la zone euro? Écoutons un extrait de l'émission sur ONIC 24. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 21 juillet 2012, Monsieur Mario Draghi, qui était à l'époque président de la Banque Centrale Européenne, avait fait une déclaration absolument retentissante qui avait été diffusée dans l'ensemble du monde financier sur la planète entière. Il avait dit l'euro est irréversible. Et quelques jours après, il disait, c'est le fameux whatever it takes, c'est-à-dire que quel que soit le coût, il faudra maintenir l'euro. Ça s'inscrivait, rappelez-vous, en 2012,
dans la foulée de la crise des subprimes, puis de la crise en Grèce. Et donc à l'époque, il y avait une tentation, notamment en Allemagne, de demander à la Grèce de sortir de la zone euro, ce qui, soit dit en passant, était impossible au regard des traités européens, puisque les traités européens n'ont pas prévu de clause de sortie de l'euro, sauf à sortir de l'Union européenne elle-même. Et quelque chose qui était resté implicite jusqu'alors, et qui est le mandat de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a un mandat dans le traité de Maastricht, et qui est de limiter le taux d'inflation de la zone euro en dessous de 2%. C'est ce que j'appelle le mandat explicite parce qu'il est écrit. Et puis il y a un deuxième mandat que j'appelle le mandat implicite parce qu'il n'est pas écrit et que M. Draghi, le 21 juillet 2012, a rendu explicite. Ce deuxième mandat, c'est que la Banque centrale européenne doit tout faire pour maintenir l'euro, pour empêcher l'éclatement de l'euro. Voilà. Alors, ce qui se passe depuis 10 ans, on va le voir, c'est justement que les deux objectifs deviennent de plus en plus contradictoires. Donc ça, c'est le premier anniversaire, c'est les 10 ans de cette déclaration. Ce 21 juillet 2022, nous assistons par ailleurs à la démission du même Mario Draghi qui, entre-temps, est devenu chef du gouvernement italien, président du Conseil, sans d'ailleurs s'être jamais présenté devant le suffrage des électeurs italiens. Il avait été nommé à vie par le président de la République, je crois, membre du Sénat. C'est une des facéties de la Constitution italienne. Et ensuite, il avait été élu chef du gouvernement, président du Conseil, par une majorité des députés italiens, dans le cadre d'une très vaste coalition qui englobait pratiquement tous les partis politiques, sauf un parti d'extrême droite, qui n'est pas le parti de la Lega. Et c'est cette coalition qui vient de voler en éclats et qui a conduit M. Draghi à présenter sa démission aujourd'hui. En réalité, il l'avait déjà présenté voici quelques jours. Il l'avait présenté, je crois que c'était le 15 juillet, parce qu'en fait, M. Mario Draghi veut s'en aller. Il aurait pu avoir, l'Italie étant le pays des combinazioni, c'est-à-dire des combinaisons politiques de dernière minute, il aurait très bien pu s'arranger en coulisses pour essayer de rester. En fait, M. Mario Draghi veut s'en aller. Pourquoi Mario Draghi veut-il s'en aller alors qu'il n'est resté qu'un an et demi? C'est le terminus sur la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod. Réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Coup d'œil sur la météo pour ce mardi. Boston, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.